Bien, et ben, on va pouvoir commencer cette réunion. Cette réunion, elle concerne le PLU, c'est la deuxième réunion publique qu'on fait. Merci à tous d'avoir répondu présent à l'invitation. C'est des réunions qui sont importantes. Voilà, je voulais simplement rappeler que la révision du PLU avait commencé en 2015 sous l'ancienne municipalité. Elle n'a pas pu aboutir. Donc nous, quand nous avons été élus, nous avons donc été dans l'obligation de poursuivre cette révision. Nous avons décidé de changer de cabinet d'études. Donc pour cela, nous avons fait une consultation et nous avons retenu le cabinet Espace et Mutation. Depuis l'année dernière, nous avons fait une première réunion publique. C'est vrai qu'en termes de planning, on n'a pas pu faire comme on voulait parce qu'avec le confinement, ça a été quand même difficile, mais on a pu quand même la réaliser. Depuis l'année dernière, nous avons travaillé beaucoup sur le zonage, le règlement et les différentes OAP. Il y a certaines OAP qu'on ne pourra pas développer ce soir parce que vous savez que dans l'aménagement du village, on est en train de faire une concertation au niveau de la population. On est plutôt satisfait puisque aujourd'hui il y a 70 personnes qui ont répondu en présentiel, qui participent au groupe de travail pour l'aménagement du centre, et 240 personnes qui ont répondu par Internet. Donc c'est un réel succès cette concertation. Voilà, donc après je vais laisser la parole à Damien, notre bureau d'études, et c'est lui qui va vous présenter l'ensemble de la réunion. Et en fin de réunion, on répondra aux différentes questions. Voilà, Damien, je vous laisse la parole. Merci Monsieur le maire. Donc, bonsoir à toutes et tous. Ce soir, donc, on revient vous voir. Depuis l'année dernière, on a travaillé avec l'équipe municipale sur ce qu'on appelle la phase de transcription réglementaire. Donc le but de ce soir, c'est que je fasse à peu près 1 heure de présentation et qu'ensuite on puisse échanger avec vous et répondre à vos questions. La réunion va s'organiser en 4 temps. Il semble toujours important pour les personnes qui ne sont pas forcément spécialistes en urbanisme et en PLU de faire un petit rappel sur la démarche du plan local d'urbanisme, la composition du dossier, les principes de la traduction réglementaire, donc ce qu'on va faire sur Combloux, et enfin qu'on puisse échanger sur ce dossier. Comme l'a souligné Monsieur le maire, ça fait 2 ans, depuis 2020, qu'on travaille sur le PLU, sur la révision. La démarche avait été engagée en 2015, elle avait été arrêtée une première fois, et les services de l'État, les personnes publiques associées comme la Chambre d'agriculture avaient émis des avis défavorables sur ce dossier, et c'est la raison pour laquelle le travail avait été remis à l'ouvrage et que les élus ont poursuivi le dossier. Ce qui est important de préciser sur le contenu du PLU, c'est un document qui est de plus en plus complet. On n'est plus à l'époque des plans d'occupation des sols, c'est vraiment un document qui fixe les grandes orientations d'aménagement sur plusieurs thématiques dont on a l'obligation de prendre en compte, que ce soit l'agriculture, les loisirs, les commerces, la mobilité, l'habitat, les paysages, la biodiversité, les équipements, les énergies et les communications numériques, et un document qui fixe également tout ce qui est lié à la modération de la consommation de l'espace. Parce que voilà, les différents textes de loi nous imposent de moins consommer et de mieux consommer l'espace. Autre point important sur le plan local d'urbanisme, c'est que c'est un document qui a une date d'échéance de 10 ans. On travaille sur les 10 prochaines années. Donc le document qui va être présenté ce soir et qui va être validé prochainement, il va avoir une temporalité de 2022-2023 jusqu'à 2032-2033. Ça, c'est important à bien avoir en tête, c'est que voilà, on travaille sur les 10 prochaines années, on n'est plus sur des documents qui travaillaient sur 10, 20, 30 ou voire même 40 ans pour certains. Autre point important, c'est que les élus et nous, bureaux d'études, on travaille sur un document qui s'inscrit dans un contexte qui est très normé, du point de vue législatif. On voit bien, on est vraiment dans un entonnoir. Donc on a nos députés, nos ministres qui votent des lois. On a un code de l'urbanisme qui s'applique au niveau national, qui ensuite est traduit dans ce qu'on appelle le SRADET. Alors, en urbanisme, on adore les acronymes. Alors, dans la mesure du possible, je vais vous les traduire. Donc le SRADET, c'est un schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires qui fixe à l'échelon de la région Rhône-Alpes-Auvergne les grands principes d'aménagement. Ce document, il est ensuite traduit dans ce qu'on appelle les SCOT, donc les schémas de cohérence territoriale, qui s'appliquent sur plusieurs intercommunalités. Le vôtre, le SCOT, on va dire, est en cours d'élaboration. Il travaille sur 4 intercommunalités que sont celle de Chamonix, la Pays du Mont-Blanc, Vallée Verte et la de Sécam, Arve et Montagne. Et ensuite,
tout en bas, on a le PLU. Donc on voit bien que quand on travaille sur un PLU, on est vraiment sur un système d'entonnoir, qu'au-dessus de nous, on a toutes ces lois, toutes ces directives qui s'imposent, et donc on est très très guidé sur la manière de travailler le document et sur les lois qu'on doit respecter. Et nos députés ayant l'habitude de travailler très régulièrement en urbanisme, tous les 2 ans, on a une loi qui vient structurer, complexifier davantage nos documents d'urbanisme. Et la dernière loi en date, c'est la loi climat et résilience. Cette loi, elle a un impact fort sur les documents d'urbanisme, puisqu'elle vise à diviser par 2 le rythme d'artificialisation des sols sur les 10 prochaines années par rapport à la décennie précédente. C'est-à-dire que si sur les 10 dernières années, sur un territoire donné, on a consommé par exemple 10 hectares de terrain, sur les 10 prochaines, il va falloir qu'on divise ce rythme par 2, donc on consomme plus que 5 hectares de terrain. Avec le but ultime d'atteindre d'ici 2050, donc 2050 on a l'impression que c'est loin, mais ça arrive très très vite. Donc d'ici 25 ans, d'ici 2050, le but c'est qu'on ne consomme plus d'espace naturel, agricole et forestier en France. Objectif très ambitieux, certes, mais qui s'inscrit dans toutes les lois que sont la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, les lois Grenelle de l'environnement, toutes ces lois qui découlent et qui font qu'on a des objectifs très très forts en termes de modération de la consommation d'espace. On ne va plus pouvoir consommer nos territoires comme on l'a fait ces 10, 15, 20, 30 dernières années. Donc il y a un effort de réduction drastique qui nous est demandé à travers le plan local d'urbanisme. Un petit rappel sur le calendrier pour dire que si on est là ce soir, ça découle de travaux précédents. Donc la délibération date de 2015. Il y a eu un premier travail sur le diagnostic territorial. Le diagnostic territorial qui a permis ensuite de définir le PADD. Le PADD, c'est ce qui vous a été présenté l'année dernière. C'est le projet d'aménagement et développement durable. Ce PADD, il a été débattu au conseil municipal. Il vous a été présenté en octobre 2021. Et il fixait les grandes orientations à retenir. Donc, en termes de modération de la consommation de l'espace, on avait par exemple fixé à une quinzaine d'hectares le potentiel constructible à venir sur le territoire de Combloux d'ici 2032. Et suite à ce PADD, ça fait depuis quelques mois que nous travaillons avec les élus sur la traduction réglementaire. La traduction réglementaire, c'est de définir le plan de zonage, les OAP. Alors les OAP, ce sont des orientations d'aménagement et de programmation, qu'on vous détaillera tout à l'heure, et le règlement écrit, qui sera également travaillé et détaillé. Le but de la réunion de ce soir, c'est qu'on vous présente dans les grandes lignes ce travail, qu'on fasse aussi également un peu de la pédagogie, puisqu'en fait, c'est un document qui est de plus en plus complexe, le PLU, et qui nécessite quelques connaissances. Le jour où ce document sera arrêté, vous pourrez le consulter. Le but, c'est qu'on l'arrête à l'hiver 2023. Ensuite, ce document il est envoyé aux personnes publiques associées, les PPA. Alors les PPA, ce sont les services de l'État, donc la préfecture, la direction départementale des territoires, toutes les chambres consulaires, chambre d'agriculture, chambre des métiers, chambre des commerces et de l'industrie, et également envoyé aux communes voisines et aux différentes intercommunalités qui émettent un avis. Et ensuite, ce document, il est mis à disposition du public lors d'une enquête publique où un commissaire enquêteur est nommé par le tribunal administratif et il recueille vos remarques et vos demandes pendant 1 mois, voire un peu plus si vous êtes très nombreux. Et suite à ce travail-là, le PLU est ensuite approuvé. Le but, le calendrier qu'on s'est fixé avec les élus, c'est d'avoir un arrêt en hiver 2023 pour une enquête publique printemps-été 2023 et une approbation du PLU dans la foulée. Donc il y a un rythme assez soutenu au niveau des travaux encore à mener. Ce qu'on aime aussi à rappeler en introduction de nos réunions publiques, c'est que la concertation, c'est le but d'échanger. Ce n'est pas le moment de venir recueillir des demandes particulières. On est là en réunion publique pour parler de l'intérêt général, l'intérêt de la collectivité, et pas pour évoquer ces requêtes personnelles. Ça, vous pourrez le faire, vous aurez tout le loisir de le faire auprès du commissaire enquêteur, qui lui est un expert indépendant, qui sera à même de vous répondre. Vous avez encore des possibilités en termes de concertation qui vous sont offertes, c'est d'écrire dans un registre de consultation qui est disponible en mairie. Vous pouvez aussi continuer à écrire à monsieur le maire jusqu'à l'arrêt du document. Et ensuite, pouvoir formuler vos remarques durant l'enquête publique
qui est prévu durant l'année 2023. Un petit rappel avant de vous expliquer la composition du dossier, c'est les grandes lignes qui ont été retenues sur le territoire de Combloux pour son aménagement et son développement pour les 10 prochaines années. Premier objectif, c'est de ralentir le rythme de construction à Combloux. On ne parle pas de le stopper comme nous le demandent par exemple les services de l'État, parce qu'on sait que c'est très ardu de stopper un développement sur un territoire dynamique qu'est Combloux, inséré dans un autre territoire dynamique qui est la vallée de l'Arve et le département de la Haute-Savoie. Donc le but, c'est qu'on puisse ralentir ce rythme de croissance et accompagner le développement pour de l'habitat permanent uniquement. De préserver l'identité architecturale et paysagère du village, puisque voilà, vous êtes un village particulièrement attractif de ce point de vue-là. De renforcer la vie au cœur du village grâce à un parti d'aménagement clairement exprimé. Donc ça passe là également par toute la concertation qui est faite par exemple sur le secteur des cristaux. De permettre le déploiement de logements à l'année, ça c'est un objectif fort de la collectivité. De favoriser dans le développement touristique le renforcement des lits chauds et la diversification, donc le lutter contre les lits froids et les résidences secondaires. Encourager la transition écologique et préserver l'environnement, là aussi un enjeu majeur à la fois pour le territoire de Combloux, mais également un enjeu majeur à l'échelon national. Le dossier de PLU, de quoi est-il composé? Pour nous, il est aussi important ce soir de vous expliquer cette composition du dossier parce que vous allez voir, quand vous allez ouvrir le dossier lors de l'enquête publique, vous allez voir c'est un bel ouvrage, gros ouvrage, et on peut parfois s'y perdre. Donc le but aussi de la réunion, c'est qu'on vous explique sa composition pour que vous puissiez être plus à même ensuite de faire vos remarques auprès du commissaire enquêteur. Le PLU il est composé de 5 grandes pièces. La première pièce, c'est le rapport de présentation. Ce rapport de présentation, il expose le diagnostic, il justifie le PADD et toutes les pièces réglementaires. Donc pourquoi on a développé tel secteur, pourquoi on a mis en place tel secteur d'aménagement. Il est également composé d'une évaluation environnementale. Ce document, vous verrez, il prend une place de plus en plus conséquente. C'est selon les collectivités, entre 300 et 500 pages. Je vous invite à le feuilleter, alors pas à tout le lire, mais à le feuilleter parce qu'on y trouve une mine d'informations et une mine de justification qui explique pourquoi la collectivité a fait tel choix. Ensuite, vous avez le PADD, donc c'est ce qui vous a été présenté l'année dernière, donc c'est le projet politique, le projet d'aménagement et de développement durable. Ensuite, vous avez le règlement écrit et le règlement graphique, le plan de zonage. Le plan de zonage et le règlement qui vont donc cadrer les autorisations de construire, donc tous les futurs permis de construire. Vous avez ensuite une pièce importante qui est l'orientation d'aménagement et de programmation, qui sont des schémas d'aménagement sur certains secteurs donnés de la collectivité. Et enfin, dernière pièce, ce sont les annexes. Annexes qui sont composées de différents éléments. Vous avez les annexes sanitaires, donc c'est tout ce qui a attrait à l'eau potable, l'eau pluviale, au réseau sec, au réseau d'assainissement collectif et non collectif. Et vous avez également une pièce qui s'appelle les servitudes d'utilité publique. Donc c'est tous des éléments qui s'appliquent sur le territoire, comme les canalisations de gaz, etc., qui figurent dans ce document et qui servent également à l'instruction des permis de construire. Un petit rappel aussi important, c'est la prise en compte de l'environnement. Quand on travaille dorénavant sur des PLU, on est dans l'obligation de prendre en compte l'environnement du début de la procédure jusqu'à la fin de la procédure. On est dans ce qu'on appelle une démarche itérative, donc tout au long du travail qu'on mène, on travaille avec un bureau d'études qui est spécialisé sur cette question-là, indépendant, et qui permet à chaque étape de faire un état initial de l'environnement, d'avoir une analyse des incidences des choix qui sont faits, et ensuite d'éventuellement ou pas mettre en place des mesures de réduction ou de compensation des incidences sur les choix qui sont faits par la collectivité. Donc ça, c'est un travail important qui est nécessaire, qui est vérifié par les services de l'État et par une structure régionale qui s'appelle l'autorité environnementale, qui émet un avis sur tous les documents d'urbanisme et qui est de plus en plus, je vais le dire politiquement correcte, exigeante envers les collectivités. Donc ils ont, un degré d'exigence qui devient de plus en plus important et fort, et donc on se doit de répondre de façon très technique à leurs demandes. Le rapport de présentation, comme je vous l'ai expliqué, c'est
une grosse pièce, un gros rapport de l'ordre de 400 à 500 pages. Je vous invite vraiment à le parcourir puisque vous allez apprendre des choses sur le diagnostic, sur le paysage de votre collectivité. Vous allez également pouvoir comprendre les choix qui ont été retenus. On justifie les choix de pourquoi on a construit tel secteur, pourquoi on a déclassé tel autre, comment on a identifié les espaces dans lesquels le PLU analyse les capacités de densification et de mutation. On a toute une analyse de ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. On a un focus sur comment s'est développé Combloux sur les 10 dernières années en termes de consommation d'espace. C'est une demande qui est obligatoire, qui est faite dans le cadre du Code de l'urbanisme. Donc on fait toute cette analyse foncière sur les 10 dernières années, donc depuis 2012, comment s'est développé le territoire de Combloux. Tout cela pour justifier les futurs choix qui sont faits en termes d'objectifs de la limitation de la consommation de l'espace. Et on doit également décrire comment le PLU s'articule avec les lois et les documents qui sont au-dessus du PLU, donc le SCOT, le fameux SRADET et la fameuse loi climat et résilience. Ensuite, vous avez ce que tout le monde connaît, classique, le plan de zonage du PLU, donc c'est le document graphique. Ce document, il est opposable au tiers, il est fait sous forme de carte, avec une répartition des zones sur un fond parcellaire. Et ce document, il est de plus en plus complet. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement retrouver les zones urbaines, les zones agricoles, mais on va avoir une multitude d'informations qui se surajoutent, comme les servitudes, comme les éléments à protéger, comme les emplacements réservés. Donc c'est un document qui est de plus en plus complet, le plan de zonage, et parfois il est un peu difficile en termes de lecture. Je fais une petite aparté. Dorénavant, les documents d'urbanisme ont l'obligation d'être ce qu'on appelle téléversés sur un site qui s'appelle le Géoportail de l'urbanisme. Donc tous les documents de France sont téléversés sur ce site internet, qui est un site de l'État, où vous avez la possibilité de cliquer sur votre parcelle et d'avoir le détail des règles, des zonages qui s'appliquent sur votre parcelle. Donc ça, le futur PLU de Combloux sera mis sur ce site internet. Là aussi, ça participe à une meilleure compréhension de l'outil. Donc pour venir au plan de zonage, le plan de zonage il va déterminer des zones urbaines. Les zones urbaines, ce sont les zones U, donc ce sont des secteurs qui sont déjà urbanisés. Ce sont des secteurs où les équipements publics, soit existants, soit en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions. Donc ce sont des secteurs qui ont les réseaux, que ce soit électriques, eau potable, eau pluviale, etc., suffisants. Ces zones U, les zones urbaines, elles peuvent être réparties selon l'usage qu'elles supportent. On va avoir des zones U dédiées à l'habitat, des zones U qui pourront être dédiées uniquement à l'activité artisanale, par exemple le secteur de plan mouillé. On va avoir des zones U pour le commerce, les bureaux, pour l'hébergement hôtelier ou pour les équipements publics. Donc là aussi, un document qui va être très détaillé sur la délimitation de ces zones urbaines. Ensuite, sur votre droite, on a les zones dites à urbaniser. Ces secteurs-là, ils sont divisés en deux sous-secteurs. On a les zones 1AU et les zones 2AU. Les zones 1AU, ce sont des zones d'urbanisation qui sont dites à court terme. Ce sont des secteurs qui ont des réseaux qui sont existants à leur périphérie immédiate. Ils ne sont pas directement desservis, mais on sait qu'à proximité, on a un réseau d'eau potable, on a un réseau d'eau usée, par exemple. On souhaite développer ce secteur-là, donc on le classe en secteur à urbaniser. Et quand les réseaux sont existants à proximité, mais qui n'ont pas une capacité suffisante, on classe ces secteurs-là en secteur 2AU, donc à urbaniser sur le long terme. Donc ces zones-là 2AU sont bloquées jusqu'à ce qu'il y ait des travaux qui permettent d'avoir des réseaux suffisants et une capacité suffisante pour les desservir. Et point très important, c'est que ces secteurs-là ne peuvent s'ouvrir à l'urbanisation que par le respect d'une OAP, donc d'une orientation d'aménagement et de programmation, qui est nécessaire pour ouvrir ces secteurs-là à l'urbanisation. Les deux dernières zones que vous allez retrouver sur votre plan de zonage, ce sont la zone agricole et la zone naturelle. La zone agricole, classiquement, c'est un secteur qui est équipé ou non, qui doit être protégé en raison soit du potentiel agronomique, soit du potentiel biologique ou alors économique des terres agricoles.
Sur cette zone agricole, on autorise quand même forcément les constructions et les installations qui sont nécessaires à l'exploitation. Donc les fermes sont autorisées, les hangars sont autorisés. On autorise également certains équipements publics ou d'intérêt collectif et on va autoriser les évolutions de l'habitat existant. Donc on va retrouver sur votre futur plan de zonage de Combloux des chalets isolés qui vont être classés en secteur agricole. Ils ne seront pas classés en secteur U, ils seront classés en secteur agricole. Et on le verra tout à l'heure dans la présentation, ils auront quand même des droits pour le développement. Ensuite, sur votre droite, vous avez les zones dites naturelles. Donc ce sont des secteurs qui sont équipés ou non, qu'il faut protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, et également des paysages. Soit parce qu'il y a la présence d'une exploitation forestière, ou parce qu'ils ont un caractère d'espace naturel. Un boisement va être classé en secteur naturel, par exemple. Ou parfois parce qu'il y a la nécessité de préserver ou de restaurer des ressources naturelles, ou la nécessité de prévenir des risques, notamment tout ce qui est lié à l'expansion des crues. Donc autour des ruisseaux, classiquement, on va classer tous les ruisseaux en secteur naturel. Et ils sont autorisés sur ces secteurs naturels les constructions agricoles ou liées à l'exploitation forestière, les équipements publics et également les évolutions des chalets et constructions existantes. Donc voilà, le plan de zonage, 4 zones, la zone U, la zone AU, la zone A et la zone N. Un point important par rapport au règlement écrit. Vous avez un POS, PLU, non, oui, pardon, vous avez un PLU qui a été fait d'une certaine façon au niveau de son règlement. Le règlement, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, nos chers députés aiment bien faire évoluer les choses. Donc le règlement tel que vous l'avez connu, dans sa forme, va changer. Dans le fond, le contenu va rester le même, mais dans l'organisation de ces articles, il va y avoir des changements. Donc classiquement, autrefois, les PLU, le règlement des PLU avait 14 articles. Avec 14 articles. De 14, on passe à 9. Il y a juste une répartition nouvelle à l'intérieur de ces 9 articles. Donc le premier article, c'est tout ce qui va être autorisé. L'article 2, c'est tout ce qui va être interdit. L'article 3, ça va traiter de la mixité fonctionnelle et sociale. L'article 4, c'est tout ce qui va traiter de la volumétrie et de l'implantation des constructions. Donc enseignement, les articles sur les reculs par rapport aux voisins, les reculs par rapport au domaine public. On se retrouvait dans cet article 4. L'article 5 sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, c'est l'ancien article 11 qui devient l'article 5. Vous avez l'article 6 qui va traiter l'environnement et le paysage des espaces non bâtis et des abords. Le 7 devient le stationnement, historiquement c'était le 12. Et enfin les dessertes par les voies publiques deviennent le 8 et par les réseaux ça devient le 9. En termes de fond identique, de forme ça change. Donc ça nécessite une petite gymnastique, notamment des fois pour certains propriétaires ou pétitionnaires qui déposent les permis, où on va être amené à évoluer un peu. Ce que nous on fait classiquement aussi, pour là aussi plus de pédagogie, en introduction du futur règlement, on mettra les correspondances entre les articles de l'ancien règlement et les articles du nouveau règlement, là aussi pour plus de facilité pour la population. J'aborde les fameuses OAP, orientation d'aménagement et de programmation, dont le maire a parlé en introduction. C'est un nouvel outil qui est donné aux collectivités, qui sont des schémas accompagnés de textes qui sont mis en place sur les secteurs stratégiques de la collectivité, par exemple le secteur des cristaux, qui doivent nécessairement imposer, quand ce sont des secteurs dédiés au logement, une densité de logements à respecter, qui doivent permettre d'organiser l'urbanisation future à la fois dans l'espace et à la fois dans le temps. Donc il va y avoir un phasage de ces secteurs d'urbanisation. Et enfin, ils doivent obligatoirement définir des espaces paysagers, des espaces de protection de l'environnement et définir les principes de voirie et d'aménagement de ces secteurs. Ce qui est important, c'est que ces secteurs d'OAP sont opposables aux tiers et tout projet en secteur d'OAP doit être compatible avec celle-ci. Donc, le permis qui sera délivré sur ce secteur-là devra respecter le schéma d'aménagement qui aura été validé.
Notre façon de procéder et de construire ces OAP, c'est qu'on les fait en deux parties. Donc vous avez une première partie, une première page où vous avez le petit schéma explicatif qui précise les grandes orientations en termes d'accès de voirie. Alors je vous rassure, on n'est pas sur votre territoire, on est sur un autre territoire, qui va préciser les objectifs de densité, et vous avez ensuite sur une seconde page une légende précise et explicative qui permet de mieux comprendre le petit schéma qui est en première page. Le but, là aussi, c'est d'être le plus pédagogique et le plus compréhensible possible pour la population, afin de savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire sur ces secteurs-là. Et comme si ce n'était pas simple, on a encore complexifié l'OAP. Je vous ai présenté l'OAP qu'on appelle sectorielle, et nos députés nous offrent la possibilité de faire une OAP qu'on appelle dite thématique. Vous allez avoir ces deux styles d'OAP différents dans votre futur PLU. L'OAP sectorielle, il faut retenir, c'est un schéma d'aménagement sur un secteur donné du territoire. L'OAP thématique, elle va avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique à l'échelle de la commune de Combloux. Par exemple, ce sont des suggestions, on est en train de travailler sur ces thématiques-là. On souhaite développer, par exemple, une OAP thématique sur les accès agricoles sur le territoire de Combloux, parce que c'est un point assez important, qui est parfois compliqué en termes de gestion. On souhaite développer, parce que là aussi, c'est dans l'air du temps, une OAP qui va préciser des indications, des préconisations sur comment on peut prendre en compte le climat et l'énergie, et comment mieux protéger le patrimoine bâti et le patrimoine paysager. Donc ces OAP thématiques vont donner des grandes préconisations. Ça sera un plan guide, entre guillemets, sur comment mieux respecter et mieux faire, par exemple, des rénovations sur le patrimoine bâti. Voilà le type de document qu'on va développer. Le but, ensuite, c'est qu'on regarde ces trois outils, cette composition, comment on l'a travaillé sur le territoire de Combloux. Donc vous reconnaissez votre territoire communal. Les zones d'habitat. Au niveau du plan de zonage, on a retenu un principe où les zones d'habitat seront divisées en 4 secteurs différents. On aura la zone UA, la zone UB, la zone UH et la zone UP. Ces 4 zones auront un règlement spécifique et adapté. La zone UA, c'est celle qui correspond à la zone dense au centre du village, donc c'est la couleur ici, bordeaux, rouge. Je suis daltonien, donc pour les couleurs, des fois, j'aurai un peu de mal, je ne vous en cache pas. La zone UB, c'est le secteur de confortement de densité moyenne. Le but de la zone UA, c'est d'accueillir plutôt des formes d'habitat collectifs. Le secteur UB, ce sera plutôt des formes d'habitat dites intermédiaires, en première périphérie, avec des hauteurs un peu moindres que le secteur UA du centre, du chef-lieu. Ensuite, au niveau de la gestion des secteurs périphériques, on a traité le territoire de Combloux en deux grades. Vous avez le secteur UH, c'est les zones des hameaux, où on va avoir des possibilités d'urbanisation dans les dents creuses. Donc ce sont les hameaux qui sont repérés de cette couleur-là. Et de couleur plus claire, on retrouve le secteur UP, donc le secteur urbanisé, qui a lui une forte sensibilité paysagère, environnementale ou agricole, qui est relativement éloigné des équipements publics, de la centralité. Et sur celui-ci, on lui autorisera des possibilités, mais un peu moins importantes que les possibilités qu'on va autoriser en secteur UH. Donc vous avez cette graduation UA dense chef-lieu, UB première périphérie, moyennement dense, UH les hameaux qui sont repérés avec des possibilités limitées et très mesurées, on a le secteur UP. Et enfin, les zones à urbaniser, donc les zones 1 à U, on en retrouve une à l'aval de la mairie et de l'église, qui est une zone d'urbanisation future, qui sera dédiée principalement à de l'équipement et dans une moindre mesure à de l'habitat permanent.
Le plan de zonage, il va également comporter une zone qui sera dédiée, qui va identifier tous les équipements publics. C'est la zone UE, donc on retrouve la couleur essentiellement au niveau du chef-lieu du centre-village. Ce sont tous les secteurs d'équipements publics, mairie, école, pump track, etc., qui sont repérés en secteur UE, avec un règlement spécifique et adapté. Et notre zone 1AU, là également, c'est toujours la même, à l'aval de la mairie et de l'église, où là, c'est un secteur dédié pour de l'équipement public et, dans une moindre mesure, de l'habitat. On traite également dans le PLU le zonage lié à l'activité économique. Donc là, quatre grands secteurs. On retrouve le secteur UX qui est dédié aux activités économiques, artisanales et industrielles. Cette couleur-là, violette, claire. Alors on a identifié la zone de la ZAC de Plan Mouillé et des activités économiques qui sont disséminées ci et là sur le territoire. Là on est sur le secteur du feu par exemple, où toutes les entreprises artisanales et industrielles du territoire ont été repérées avec ce zonage. On a ensuite le secteur UBX, c'est un secteur mixte entre activité et logement qui est situé juste à l'amont de la zone entre la route départementale et la ZAC de Plan Mouillé, où là on souhaite une mixité en termes d'usage. Et enfin, a été repéré pour le zonage économique les secteurs UT. Donc ce sont des secteurs qui sont déjà urbanisés, qui accueillent des équipements touristiques hôteliers, et donc le souhait c'est de les repérer et de les maintenir en tant que tels. Et enfin, vous avez un secteur 1 AUT qui est prévu, un secteur de développement qui correspond à l'aménagement du front de neige sur le Cricuchet, là aussi qui est dédié à la fois à une refonte du front de neige et à l'accueil d'équipements touristiques. Une des grandes différences que vous allez avoir avec le plan de zonage actuel du PLU et le futur plan de zonage, c'est que vous allez avoir un certain nombre de constructions existantes qui vont être classées en secteur agricole ou naturel. Bien que ce soit des maisons d'habitation, ce ne sont pas des maisons à usage agricole, mais elles sont classées comme telles parce qu'elles sont disséminées sur le territoire. Et là aussi, pourquoi on classe ces habitations en secteur agricole et naturel? Tout simplement parce que la loi nous l'impose. En effet, on n'a plus la possibilité de ce qu'on faisait auparavant, c'était de pastiller. C'est-à-dire qu'avant, on mettait une petite pastille sur le chalet qui était isolé en secteur agricole ou naturel, on l'identifiait comme tel, et on lui donnait des droits à construire. Là, la loi nous l'interdit, donc ces chalets qui sont isolés et disséminés sur le territoire combloran, ils sont reclassés en secteur agricole ou naturel. Pour autant, ils ont une gestion via le règlement et on leur autorise certaines extensions, certaines réhabilitations. À l'heure actuelle, avec les élus, on travaille sur le règlement suivant qui est indiqué en dessous, c'est que pour ces secteurs-là, ces constructions isolées en secteur agricole ou naturel, à usage d'habitation, on leur permet de se réhabiliter, déjà, premièrement. On leur permet d'avoir une augmentation de surface de plancher, c'est-à-dire que j'ai un chalet existant, je vais pouvoir augmenter jusqu'à 60 mètres carrés en termes de volumétrie par rapport à ma construction existante, et j'ai la possibilité également de faire des annexes accolées ou non à mon chalet, dans la limite d'une annexe maximum par bâtiment principal, avec une superficie maximale de l'ordre de 50% existante du chalet principal, et qui ne va pas excéder 40 mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol. Le souhait également, là, c'est de limiter les piscines et les spas en les interdisant. Et enfin, l'imposition, c'est que ces annexes devront être situées à moins de 10 mètres de la construction principale. Pourquoi? Là également, pour éviter le mitage de la zone agricole, les règles qui vous sont proposées ce soir, elles doivent être validées par les services de l'État. C'est une proposition. Les services de l'État ont un regard, là aussi j'ai parlé politiquement correct, très très fin sur le règlement qu'on met en place sur les constructions isolées en secteur agricole ou naturel, où leur souhait, c'est de bloquer complètement. Pour être honnête avec vous, ils veulent bloquer complètement ce qui se passe sur ces secteurs disséminés sur le territoire pour éviter le mitage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus, il y a eu le non-respect de la loi montagne, alors pas seulement sur votre territoire, mais sur les territoires de montagne en général. Donc ce qui a
affaiblit la qualité des sites et des paysages, et donc les services de l'État ont un regard vraiment très très affirmé sur ces secteurs-là, et leur souhait est de vraiment les bloquer au maximum. Donc là, c'est des propositions qu'on va aller échanger, essayer de valider avec eux. Le but aussi, c'est qu'on quand même permette à ces secteurs et à ces chalets isolés de continuer, entre guillemets, à vivre et à évoluer pour les habitants. Je bascule maintenant sur la partie règlement, puisque là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la définition de la composition du dossier, le règlement, il change sur le fond, sur la forme, et pas forcément sur le fond. Toutefois, vous allez avoir un document de règlement qui est beaucoup plus complet que celui que vous avez à l'heure actuelle. Pourquoi? Là aussi, le but, c'est qu'on fasse de cet outil un outil qui soit compréhensible et pédagogique. Donc, notre façon, nous, de travailler, qui a été retenue par les élus, c'est qu'en introduction de ce règlement, vous allez avoir un glossaire avec la définition d'un maximum de termes utilisés. Pourquoi? C'est que entre techniciens, élus et pétitionnaires, le but, c'est que vous puissiez parler le même langage et que tout le monde puisse se comprendre. On va également, dans ce document-là du règlement, expliquer comment on va calculer certaines règles. Donc, comment on va calculer, via des schémas explicatifs, la règle de la hauteur. Voilà, on a par exemple un petit schéma explicatif de comment on gère et comment on calcule la hauteur par rapport au remblai, par rapport au déblai, par rapport au terrain naturel. Ça, ce sont des exemples, voilà, ils sont beaucoup plus détaillés dans le règlement. Comment on va calculer l'emprise au sol, comment on va calculer les règles de stationnement. Donc là aussi, le but, c'est qu'on soit le plus simple et le plus efficace possible pour tout le monde. Le règlement, il va aussi également comporter des dispositions générales donc qui vont s'appliquer à toutes les zones, qui seront là également, ce sera dans la partie 3 du règlement. Là, on vous a mis un petit exemple. C'est typiquement comment on s'implante quand on est à proximité d'un cours d'eau. Il y a des règles strictes à respecter. Elles sont rappelées dans les dispositions générales. Et ensuite, vous aurez le détail des zones. Chaque zone UA, UB, UH, UP aura sa règle de hauteur spécifique, sa règle de retrait spécifique. Il nous semblait aussi important ce soir, sans entrer dans un détail, mais de vous lister par exemple les quelques dispositions générales qui vont s'appliquer de façon classique à toutes les autorisations d'urbanisme. On a par exemple tout ce qui est lié à la reconstruction à l'identique. Donc tout bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sa construction, si elle était régulière et que cela s'est fait dans l'enveloppe du volume ancien, il faudra qu'il soit conforme aux normes du PPR. On a la possibilité d'avoir des adaptations mineures. Donc, si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, on a la possibilité de faire des adaptations mineures. S'il s'agit d'une décision qui est explicite et motivée, on rappelle que l'adaptation mineure, c'est un assouplissement avec un faible déplacement de la norme qui ne doit pas changer le type d'urbanisation. Un petit rappel sur les clôtures. Les clôtures, elles sont dans le futur PLU soumises à déclaration préalable. Il y aura un plan d'alignement du domaine public qui sera annexé au zonage, ça c'est une nouveauté. Donc les clôtures devront respecter ce plan d'alignement. Pour toutes les constructions qui sont non conformes par rapport au nouveau règlement, mais qui ont été édifiées antérieurement et de façon régulière, on va autoriser uniquement pour ces constructions que les travaux qui ont pour objet d'améliorer soit la conformité de la construction ou qui sont sans effet sur cet égard. Et enfin aussi, on rappelle que pour avoir une bonne qualité urbaine, architecturale et environnementale et paysagère, la collectivité va pouvoir demander des modifications au niveau des permis de construire pour améliorer l'insertion des projets dans leur environnement et à l'adaptation du terrain. On a également tout un panel de nouveautés qui vont s'appliquer dorénavant. C'est tout ce qui est lié à l'utilisation de matériaux renouvelables, de matériaux ou de procédés qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, ça rentre dans les dispositions générales du PLU. Vous aurez la possibilité de mettre en place des panneaux solaires, par exemple. Il faudra juste justifier que ces dispositifs favorisent la production d'énergie renouvelable et qui correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble. Sur certains secteurs, par contre, on sera très vigilant. Ce sont les secteurs, par exemple, dans le périmètre autour de l'église,
ou sur des secteurs de protection paysagère, il y aura un plan de délimitation qui sera annexé au PLU et certains dispositifs seront interdits dans ce périmètre de l'église, par exemple. Là aussi, le code de l'urbanisme évolue, le règlement devient de plus en plus complet. Donc là, on vous fait un rappel, c'est que vous avez la possibilité de déroger aux règles de volumétrie, par exemple aux règles de hauteur. On va admettre des dérogations dans le cadre de réfection de toiture pour des raisons de sécurité ou d'étanchéité. D'isolation, par exemple. On a souvent des règles où les constructions ont été construites au maximum que la règle autorisait. Je suis à 10 mètres. J'ai un PLU qui autorisait ma construction à une hauteur maximum de 10 mètres. Je souhaite l'isoler par l'extérieur. Donc ça fait une rehausse de toit. Certains règlements l'interdisent. Là, dorénavant, vous aurez la possibilité de surélever la toiture dans le respect de la norme d'étanchéité qui sera imposée. Vous aurez la possibilité également de pouvoir déroger au niveau des implantations dans les marges de recul uniquement dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation des constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité et d'amélioration thermique. Là aussi, c'est tout ce qui fait suite aux différentes lois Grenelle de l'environnement. Donc, du moment où vous faites des travaux liés à de l'amélioration thermique énergétique de vos bâtiments, vous allez pouvoir déroger aux règles du PLU. Un point important qu'on souhaitait aussi apporter les élus, c'est tout ce qui est lié à la sécurité des accès. Là aussi, on est en secteur de montagne. On voit parfois des accès un peu compliqués, complexes, qui nécessitaient des blés, des remblais, etc. Donc là aussi, dans les dispositions générales, le projet pourra être refusé si les voies qu'il dessert ne correspondent pas à son importance et si elles rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie. Là aussi, possibilité à la collectivité de refuser des permis si les accès présentent un risque, soit pour les usagers des voies publiques ou pour les personnes qui utilisent cet accès. Également, le but, c'est de limiter le nombre d'accès sur certaines voiries pour des raisons de sécurité. Et enfin, là aussi, pour des raisons d'usage, il y aura pour les voiries nouvelles en impasse l'obligation qu'elles disposent d'une aire de retournement pour les véhicules privés et les services publics. On pense notamment au déneigement, et une pente inférieure de 7%, là aussi, pour éviter des complications. Concernant les personnes qui ont construit dans des secteurs de lotissement, on fait aussi un rappel que les règles de lotissement dans les documents d'urbanisme de moins de 10 ans se poursuivent, mais deviennent caduques au bout des 10 ans, quand le lotissement est couvert par un PLU. Donc au bout de 10 ans, le règlement de lotissement bascule dans le règlement du PLU. On rappelle que les règles ne remettent pas en cause les droits et les obligations qui régissent les rapports entre les différents colotis, ni le mode de gestion des parties communes. Autre point important qui est omis sur certaines autorisations du droit des sols, c'est le respect et la prise en compte des risques naturels. La commune est couverte, on le rappelle, par un plan de prévention des risques naturels qui comporte des dispositions auxquelles il convient de se reporter. Ce plan PPR, il est annexé au PLU. Là aussi, tout à l'heure, je parlais du géoportail de l'urbanisme. Autrefois, on avait la complexité, c'est qu'on avait un plan qui était sur un certain format, on avait le plan de zonage qui était sur un autre, il fallait qu'on ouvre les deux plans pour savoir dans quelle zone on était, etc. Là, dorénavant, sur le géoportail de l'urbanisme, toutes les servitudes publiques, tous les plans de zonage sont indiqués. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la parcelle et on vous dira si vous êtes en zone bleue ou en zone rouge. Donc là aussi, une simplicité en termes d'usage pour tout le monde. Prise en compte également des risques qui sont liés aux canalisations de transport de matières dangereuses. Là, parfois également, on omet la présence de ces canalisations. Il va falloir qu'on les prenne en compte. Et autre point important, c'est toutes les mesures conservatoires le long des cours d'eau. Le grand principe, c'est que les rives naturelles doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai. C'est un point important. Un petit rappel sur les annexes sanitaires sur toute l'eau potable. Toute construction nouvelle doit être accordée au réseau public d'eau potable ou à une source pour un usage unifamilial. En termes d'assainissement également, il y aura deux zones d'assainissement distinctes. Les secteurs qui sont desservis par le collectif, avec un raccordement obligatoire.
avec des dispositifs parfois particuliers qui peuvent être demandés pour les activités artisanales, en termes notamment de gestion des pollutions et de rejet dans les réseaux. Et pour les zones d'assainissement non collectif, vous avez un dispositif d'assainissement individuel qui peut être admis sous condition de mise en œuvre. Donc là également, il y a des schémas qui existent au niveau du schéma d'assainissement que chaque pétitionnaire doit respecter dans le cadre de son permis de construire. Un point important qui a été longtemps omis dans les règlements d'urbanisme, d'un point de vue général en France, c'est la gestion des eaux pluviales et de ruissellement. C'est un point très important. L'objectif dorénavant, c'est qu'il faut qu'on vise absolument à lutter contre l'imperméabilisation des sols. On voit trop de secteurs qui sont imperméabilisés. Alors, on n'en a peut-être pas, nous, forcément conscience, puisqu'on est en tête de bassin versant, mais il faut savoir que toute surface imperméabilisée en montagne ou dans la vallée de l'Arve, elle a un impact plus bas. Et ça, de plus en plus, c'est des questions qui sont traitées à l'échelle des bassins versants et on nous demande d'être irréprochable sur cette gestion-là. Donc vraiment, il va falloir qu'on arrive à désimperméabiliser les sols et à permettre un écoulement naturel des eaux pluviales et de ruissellement. Donc c'est une problématique essentielle pour la sécurité de tous et pour la qualité des sols de manière générale. Tout ce qui est raccordement, téléphone, télédistribution, là aussi, on va privilégier le souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics. Les déchets, on fait le rappel que faut se référer pas au règlement de la commune, mais au règlement de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, qui est le gestionnaire, et que pour certains types d'opérations, selon leur taille, il pourra être demandé la réalisation de containers semi-enterrés. Pourquoi on fait ce rappel-là ? Parce que là aussi, c'est une compétence qui est intercommunale et qui est amenée à évoluer. Donc parfois, entre le règlement qui figurait il y a quelques années et celui qui est en vigueur, il y a des petites distinctions. Donc là aussi, on fait le rappel à l'ensemble des pétitionnaires de bien se référer au règlement adéquat. Pour tout ce qui est communication électronique, là aussi, c'est des nouveautés. On est dans l'obligation de les réglementer. Donc il faut prévoir les branchements nécessaires dans chaque construction pour le raccordement à ces réseaux. Autre point important, et ça c'est le conseil départemental qui nous le demande, c'est la prise en compte du plan de déplacement, du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, le PDIPR. Donc vous avez des chemins qui sont classés sur votre territoire en PDIPR et obligation est de les préserver au niveau du plan de zonage, mais également d'assurer la continuité. Donc interdiction par exemple de clore ces chemins-là, parce qu'ils sont classés, et tout projet d'urbanisation à venir ou existants doivent préserver les emprises foncières qui sont nécessaires au cheminement identifié par le conseil départemental de la Haute-Savoie. Une disposition générale qui concerne plutôt les acteurs économiques, c'est l'opération, c'est ce qui est lié aux opérations d'aménagement touristique avec une obligation, c'est une nouveauté, de conventionnement. Combloux étant située en zone de montagne, elle entre dans un champ d'application du Code du tourisme, que pour la mise en œuvre de chaque opération d'aménagement touristique, elle doit s'effectuer sous le contrôle de la collectivité. Et cette mise en œuvre s'effectue dans les conditions suivantes. C'est que chaque opérateur doit contracter avec la commune et chaque contrat, il porte sur différents objets constitutifs de l'opération. Des études, des aménagements fonciers, la réalisation et la gestion des équipements, l'animation et la promotion et la gestion des services publics. Ce qui est important, c'est que ces opérations, elles concernent notamment la création ou la réhabilitation d'hôtels ou de résidences de tourisme. Donc voilà, obligation de conventionnement par rapport à ces secteurs touristiques avec la collectivité. Point également aussi important que nous demandent les services de l'État, c'est l'identification stricte du domaine skiable au niveau du plan de zonage. Ça aussi, c'était des choses il y a quelques années qu'on ne faisait pas forcément. Là aussi, l'État nous impose à identifier les zones et les secteurs qui sont compris dans l'enveloppe du domaine skiable, qui peuvent être aménagés ou qui le sont. Là aussi, ils ont un regard très très fin sur la délimitation de ces domaines skiables et ils ont des avis assez tranchés sur les identifications et les éventuels aménagements de ces domaines. On va basculer sur les OAP, dernière pièce du PLU. Orientation d'aménagement, donc
ce sont des schémas qui s'appliquent sur des secteurs au sein desquels la collectivité elle souhaite définir un parti d'aménagement. Ce sont des tènements qui sont constructibles à la condition que le porteur de projet soit en discussion avec la mairie pour développer un projet global souhaité et d'unité. Au sein du projet de PLU qui est présenté ce soir, les OAP elles reflètent une volonté municipale de mettre un projet en œuvre urbain qui doit permettre d'assurer la densification du centre-village avec un aménagement de qualité. Donc c'est tous les échanges qui sont faits, notamment sur le secteur des cristaux. Certains secteurs d'OAP font actuellement l'objet d'une concertation publique, donc on n'a pas de détails fins qui vous est présenté, on vous présentera uniquement les périmètres sur lesquels les réflexions sont en cours. Donc vous avez ces 8 petites pastilles qui correspondent au secteur d'OAP que je vais vous détailler. Obligation est faite aussi par le Code de l'urbanisme d'inscrire selon la taille de certains tènements des OAP sur ces secteurs-là. Le premier secteur, c'est le secteur du route du Pelou. Alors le souhait, c'est pour la collectivité sur ce secteur-là, c'est d'encadrer la construction future. Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que c'est une demande des services de l'État. Les services de l'État sont dorénavant très très vigilants sur les tènements de plus de 2000-2500 mètres de carré. Pourquoi ? Parce qu'ils sont opposés dorénavant à des constructions uniques sur des tènements qui consomment beaucoup de foncier. Donc une obligation de densifier sur ces secteurs-là. Donc ce qui a été retenu par la collectivité sur le secteur route de Pelou, c'est de valoriser ce tènement. Alors tout d'abord parce qu'il est à proximité du centre et des équipements, avec la volonté de créer des logements permanents. Pourquoi ? Parce que voilà, on est à 2 pas du chef-lieu. C'est un tènement qui fait un peu moins de 4000 m². Le but, c'est pas trop de trouver d'échelle individuelle, mais plutôt d'aller vers des logements permanents, entre 6 à 12, plutôt de forme collective et intermédiaire, et répartis entre 3 et 4 constructions. Et le but du jeu, c'est que sur ce secteur-là, ce soit une opération d'aménagement d'ensemble. Donc le secteur se développe dans sa globalité, avec une seule voirie d'accès et une gestion intelligente des stationnements. Le secteur des cristaux, alors cette OAP, elle est en concertation publique, donc elle sera forcément affinée, et ce qui sera retenu en concertation publique sera traduit dans le futur PLU, bien entendu. Les objectifs de l'aménagement, ils sont multiples sur ce secteur-là. C'est un secteur fort enjeu puisqu'il est à l'entrée du village. Le but, c'est de densifier sans aller vers une artificialisation des sols, de préserver les cônes de vue, parce que vous connaissez mieux que moi le territoire, mais voilà, on a des cônes de vue magnifiques sur les montagnes environnantes, d'avoir une gestion intelligente des stationnements, avec un passage des stationnements en souterrain, pour environ une centaine de places, au bénéfice de la création d'espaces publics qualitatifs en aérien, le développement d'une offre de logement et de commerce, de faciliter les connexions piétonnes entre ce qui peut se passer entre le secteur de l'église qui est en amont et à l'aval, le secteur du plan d'eau, et également des liens affirmés avec le secteur de l'office du tourisme. Et le but pour la collectivité, c'est de disposer d'un véritable espace de vie de village qui va complètement changer l'image de Combloux et réduire notamment l'impact un peu négatif, on peut le dire, de la RD 1212. Donc ça, c'est un projet qui est très important pour la collectivité. Le PLU va permettre, à travers l'OAP, d'avoir une définition assez fine du souhait des élus suite à ce qui sera évoqué en concertation publique. Donc là, voilà, le PLU joue pleinement son rôle de projet urbain sur ce secteur-là pour avoir vraiment une opération qualitative d'entrée de village. Autre secteur qui est en concertation, c'est le secteur de l'Office du tourisme et du Freddy. Là aussi, plusieurs objectifs pour la collectivité. C'est de créer une place de vie qui va permettre de relier l'Office du tourisme au secteur du Freddy. Là également, avoir une meilleure gestion des stationnements en surface, au bénéfice de quelques places publiques souterraines, de repenser le positionnement et l'avenir des bâtiments, tout en conservant les usages, de repenser complètement les circulations piétonnes et automobiles sur ce secteur-là. Ça permet aussi, ce secteur-là, de repositionner et de liaisonner les différents secteurs. Et là également, de changer l'image de Combloux et de quitter cette image de traversée urbaine que peut avoir la RD 1212 sur ce site-là. Donc là aussi,
créer une véritable place de village qualitative sur cet espace-là. Autre secteur à fort enjeu, au niveau du village, là c'est un document de travail qui vous est présenté ce soir avec les premiers grands objectifs pour la collectivité. Donc c'est le secteur du Clos Lachenal. Alors pour vous repérer, vous avez l'église, l'école, le pump track, le PLM qui est ici, et le secteur des cristaux qui est ici, et l'hôtel Edelweiss qui est là. Donc le but de ce secteur-là, secteur à fort enjeu, en plein cœur du village, potentiel très important en termes de développement, stratégique aussi en termes de préservation des cônes de vue. Donc ce qui a été retenu tout d'abord, c'est de préserver au maximum les vues quand on arrive depuis la RD, sur le clocher, sur le grand paysage, donc de rendre inconstructible ce secteur-là, de permettre des liaisons piétonnes, de conforter les équipements existants par des équipements publics sur la première frange, de préserver le bâti existant avec un changement de destination possible. Le projet d'équipement, ce qui est souhaité, c'est d'esquisser une salle des fêtes sous le podium et de développer un jardin alpin qui va permettre de faire le lien entre l'église et le secteur des cristaux. C'est des choses qui sont envisagées avec des cheminements piétons améliorés. La volonté pour la collectivité, c'est d'acquérir une partie du Ténement. Et le souhait, c'est de se voir se réhabiliter l'ancien hôtel Edelweiss dès que possible. Donc là, là aussi, c'est un projet sur le court et le moyen terme structurant pour la collectivité de Combloux, avec un mix et une forte proportion d'équipements publics à venir se développer sur ce site-là. Là, on bascule sur des activités économiques, des aménagements liés au secteur de Pont-Mouillé et la ZAC, avec deux secteurs distincts. Le but, c'est de permettre, sur le premier secteur qui fait le front avec la RD, au niveau de l'hôtel Les Granites, le développement après conventionnement loi montagne, donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux activités touristiques et d'hébergement, une requalification de cet espace-là, développer un immeuble de logement saisonnier pour la collectivité. Le but, c'est de prévoir un accès commun à ces futurs aménagements. Et dans cette partie-là, développer plutôt de l'activité artisanale et industrielle, avec une partie qui pourrait éventuellement recevoir des entreprises le long de la route de Plan-Mouillé. Donc là aussi, secteur de développement qui sera soumis à OAP et un document de travail qui vous est présenté ce soir. Le secteur des chers, on remonte au niveau du chef-lieu. Le PLM qui est ici, la station essence. Donc sur ce site-là, c'est un terrain communal. Le souhait de la collectivité, c'est de venir le densifier. Dans l'objectif, là aussi, des différentes lois, et de venir créer 12 logements en bail réel solidaire. Alors ce sont des logements qui seront dédiés aux permanents, des logements à l'année exclusivement. Là aussi, il y a un portage foncier qui est effectué. Le bail réel solidaire, c'est un nouvel outil qui a été développé récemment. Ça permet d'avoir des loyers modérés sur le long terme. Donc ça permet de fixer une population permanente sur le territoire de Combloux. Voilà, c'est un projet qui a été annoncé lors des différentes réunions de quartier, puis en réunion publique. Et donc le PLU va permettre sa concrétisation au niveau du zonage. Avec, au niveau de l'aménagement, des règles d'accès sur la RD qui seront définies de façon stricte, et des règles de hauteur avec des bâtiments de type collectif, R+3 plus comble. Et le but là aussi, c'est d'avoir une insertion qualitative dans l'environnement bâti, puisqu'on est à proximité immédiate d'un bâtiment emblématique qu'est le PLM. Dernier secteur, enfin, d'OAP, c'est un secteur qui est en cours de réflexion. C'est le secteur de l'ACRI Lébron-Cuchet, au niveau du domaine skiable. Vous avez le parking existant. A été repéré de façon un peu large un secteur de réflexion à fort enjeu pour l'activité touristique. Le but, c'est de travailler un aménagement du front de neige, une amélioration des remontées mécaniques et des flux skieurs sur ce site-là, avec des nouvelles réflexions sur les accès, sur les dessertes et le stationnement,
Et enfin, le développement mesuré de l'ICHO. Alors j'insiste sur le thème mesuré, puisque de toute façon, les services de l'État bloquent tout projet dorénavant de développement sur les stations, du fait que la commune n'étant pas dotée d'un schéma de cohérence territoriale, qui lui est l'outil qui permet de fixer ce qu'on appelle les unités touristiques nouvelles. Étant donné que vous n'avez pas ce document-là, tout développement touristique est fortement encadré et fortement restreint par les services de l'État. Autre point classique que vous allez retrouver sur le plan de zonage, voilà, ce sont les emplacements réservés. Je voulais faire un petit zoom, puisque là aussi, c'est quelque chose que vous connaissez tous, mais voilà, pour rappeler que parfois, votre parcelle et le territoire communal va identifier des emplacements réservés qui supportent une réservation concernant exclusivement des projets d'intérêt général, donc au bénéfice d'une collectivité ou d'un organisme public. Souvent, c'est pour améliorer les voiries, pour acquérir certaines portions, pour mieux mailler le territoire. Ça peut être également des emplacements réservés pour des installations collectives et des espaces verts qui participent à l'amélioration de la vie sociale, parfois pour des programmes de logement aidé ou des programmes d'intérêt général. Autre outil qui sera développé à la fois sur le plan de zonage et sur le règlement, c'est que certains bâtiments seront protégés avec une protection patrimoniale. Donc pour les éléments bâtis et urbains, donc, bon, je vous ai mis la ferme à Isidore, mais emblématique sur votre territoire. Mais voilà, le cœur de Combloux, certains hameaux, certains bâtis patrimoniaux, des anciennes fermes, certaines chapelles, fours seront classés et seront protégés avec un règlement adapté. Et enfin, il semblait aussi important, c'est pour toujours maintenir cette attractivité commerciale au niveau du chef-lieu, c'est d'identifier, c'est en cours de travail, mais les linéaires commerciaux existants, c'est-à-dire les commerces existants, et faire en sorte que ces commerces perdurent, et donc qu'on interdise leur changement de destination. On identifie ces commerces, le but c'est qu'ils restent commerces, qu'ils ne se transforment pas en logement par exemple. Puisqu'on sait pertinemment du moment où un commerce se transforme en logement, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc le but, c'est de maintenir au niveau du cœur du village cette attractivité commerciale et cette vie à l'année avec le maintien des commerces existants. Et enfin, dernier point, on a parlé de la gestion de l'habitat en zone agricole et naturelle, mais on n'a pas parlé de la gestion des activités existantes, puisque parfois on a des activités qui existent sur ces secteurs agricoles et naturels. Et donc là aussi, la loi a évolué. On n'a plus la possibilité d'identifier des restaurants avec un zonage. Il faut qu'on passe par un nouvel outil qui s'appelle STECAL. Donc les zones agricoles, les zones agricoles et naturelles, le principe, c'est que ce sont des zones qui sont inconstructibles, pour lesquelles la constructibilité doit rester très limitée. À titre exceptionnel, on a la possibilité de mettre en place un STECAL, donc un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, dans lesquels la construction, elle peut être autorisée à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et sylvicoles et à la sauvegarde des espaces naturels. Pour mettre en place ces secteurs-là, il faut un règlement adapté qui fixe la densité, les règles de hauteur et le raccordement au réseau. Et enfin, ces secteurs-là, on les décide avec les élus. Nous, techniciens, on fixe le règlement, les règles, mais avant validation, ils doivent passer devant une commission, c'est la commission départementale de protection de l'environnement, de la nature, enfin des espaces agricoles, naturels et forestiers. Donc ça, c'est une commission départementale qui est régie par le préfet, qui donne son avis sur ces fameux STECAL qu'on va mettre en œuvre. Donc là aussi, vous vous doutez que les services de l'État sont de plus en plus vigilants et restrictifs, notamment sur nos départements où on a eu tendance à un peu développer parfois à tort et à cri. Donc il y a plusieurs STECAL qui sont en cours de réflexion. Certains STECAL identifient des secteurs de développement futurs, notamment liés à l'aménagement du secteur du feu par rapport à l'implantation d'activités artisanales sur ce site-là.
On pense aussi sur le secteur des Brames à l'aménagement d'une activité artisanale en secteur naturel sur des bâtiments existants, mais là aussi on doit l'encadrer. Et enfin, on est aussi dans l'obligation d'identifier les activités existantes. Donc on a identifié les 2 restaurants existants, enfin 10 restaurants d'altitude parce qu'ils sont au-dessus d'une certaine limite, où ces 2 secteurs-là, ces 2 restaurants sont identifiés, et le but c'est qu'on leur autorise des extensions et des évolutions à venir dans le respect de l'activité existante. Là aussi, ce sont tous des éléments nouveaux qui autrefois n'étaient pas à intégrer dans les PLU qu'on doit faire actuellement. Et le but, c'est d'avoir un document le plus précis possible sur ces différents secteurs économiques. Tout en sachant que là aussi, les services de l'État limitent le nombre. On ne va pas pouvoir développer pléthore de steakhalls sur le territoire. Je sais que la présentation elle est un peu complexe, parce qu'on balaye beaucoup d'éléments. Le but, c'est qu'on puisse échanger et écouter vos interrogations.